Dark Fantasy, qui attend depuis tout à l'heure. Je te remercie d'avoir attendu. Je suis pas sûre que tu sois musulmane, mais c'est pas grave parce que t'as attendu tellement longtemps. Bienvenue à toi. Merci. Je sais pas si vous me voyez. J'espère que vous me voyez pas. Non, on voit que ta photo. On voit la photo, ouais. J'ai écouté parce que c'est la première fois que j'assiste à un de tes lives. Je t'ai vu pour la première fois dans la vidéo de Majid sur YouTube. Oh, ça me fait plaisir. Donc, cool, Majid Oukacha, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très très longtemps. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à ne plus avoir peur de Dieu. En fait, moi, j'ai toujours été pas croyante. En tout cas, j'étais pas convaincue. Je n'ai jamais vraiment pris l'islam au sérieux, on va dire, mais j'avais très peur. J'étais comme tous les musulmans, j'avais un endoctrinement, j'avais très très peur de Dieu, de l'enfer, etc. Et grâce à ces vidéos et de voir quelqu'un parler d'une manière, il a décrédibilisé un peu, désacralisé. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, plus le temps passait, plus je voyais ça un peu, je voyais ce Dieu que je craignais tant se ridiculiser. Du coup, ça m'a beaucoup aidé pour me dire à moi-même que voilà, c'est fini et que je peux passer à autre chose. Pourquoi je suis montée avec toi, c'était justement pour te poser la question, est-ce que tu n'as pas peur? Parce que moi aujourd'hui, j'ai pas peur de Dieu, mais j'ai peur des humains, j'ai peur des musulmans. Parce que je suis apostat et même en venant en France, parce que moi je suis venue il y a 5 ans en France, et ben en fait je me suis rendu compte que même en France je dois me cacher, je dois pas dire. Par exemple, moi je travaille dans une entreprise, j'ai des collègues qui sont maghrébins, et ben je suis obligée de faire le Ramadan, je suis obligée de faire semblant de. En France? Oui, en France. Pourquoi tu sens cette obligation? Parce qu'il y a toujours cette méprisance et moi quand je suis arrivée justement. Il peut y avoir du mépris. Ça c'est sûr. Mais t'as vraiment senti une pression, un truc comme ça, au travail? Oui, parce que quand je venais d'arriver en France, ma première année, j'ai fait cette erreur de dire que j'étais apostat. Et j'étais dans une école et c'était ma première année. Et dans ma classe, il y avait un groupe de Maghrébins, c'était 4 garçons. Et avec qui j'avais sympathisé au début parce que voilà, on avait les mêmes origines, etc. Ça s'est toujours très bien passé jusqu'au mois du Ramadan où ils se sont rendus compte que je ne faisais pas le Ramadan. Et du coup, il y a un d'eux qui était venu me voir pour me demander pourquoi je le faisais. Moi, du coup, bêtement, j'ai répondu que voilà, j'y crois plus, je suis apostat et ça m'intéressait plus. Il est parti et puis après ils sont revenus à 4. Ils ont commencé à me poser des questions plus personnelles. Pourquoi? Et tes parents? Qu'est-ce qui a fait, etc. Donc moi j'ai été bête et j'ai vraiment parlé comme je parlais à vous, par exemple, ou à des personnes qui sont apostats. Donc j'ai tout dit. Et à partir de ce jour-là, donc ils sont devenus super méchants, méprisants, etc. Et ça c'est même. Puis il y avait un jour où j'étais entrée dans la classe avec une bouteille d'eau. Et en fait, c'était pour eux la goutte de trop. Et ils en ont vu une provocation. Et du coup, voilà, j'ai été agressée par un d'eux. Ils m'ont cassé mon ordinateur. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient témoins de tout ça. J'avais le prof, la surveillante, etc. Et ils ont rien eu. Donc c'était moi à qui on a changé la classe et on m'a dit d'essayer de les éviter. Quand je finis, je dois rentrer vite chez moi à la maison pour pas les croiser. Mais tu peux porter plainte, à l'école. Oui, contre l'école, c'est trop tard là. Ouais, mais c'est trop tard. Ouais, franchement, là. 5 ans, c'est trop tard, prescription. Pour les trucs comme ça. Ça m'avait fait trop peur. Les gens, si vous vivez des trucs comme ça, portez plainte. Je sais que t'as grandi où? Dans quel pays? Au Maroc. Au Maroc, Maghrébia. Oui. Et parce que j'ai vu des commentaires et tout. Que t'adribes l'arabe ou là? Oui, bien sûr, quand même dans l'arabe. Ok. Non, parce qu'il y a des gens qui disaient non, c'est. Que je mens? Non. Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est pour. Ouais, c'est pas bien fait. Et en fait, moi, pourquoi je lui pose la question? Parce que j'ai plus l'impression qu'en France, les gens, ils sont beaucoup plus susceptibles niveau religion qu'au Maroc. Par exemple, moi, au Maroc, mes parents, ils sont au courant. Donc, j'ai peut-être de la chance par rapport à d'autres musulmans, mais moi, mes parents, ils sont ouverts d'esprit. Mes amis d'enfance, etc., ils sont tous au courant. On en parle, on en rigole, mais ils le prennent pas au sérieux par rapport à ici. Et j'ai constaté cette différence que là, les gens, ils sont plus dans l'agressivité. Dès qu'on parle de religion, surtout de l'islam, ils peuvent être très agressifs.
Et c'est pour ça que je demandais à Cassius, parce que elle apparaît avec son visage et tout. Est-ce que t'as pas peur pour ta vie? T'as pas peur quand t'agresses dans la rue? Ça t'est jamais arrivé? Non. Non. Après, je sais que ça peut être possible, mais non. Parce qu'en fait, je suis en France et que je sais que ça peut arriver. On montre nos visages. Voilà. Je sais que ça pourrait arriver, mais les probabilités sont tellement faibles. Mais vraiment, les probabilités sont faibles. C'est possible que ça arrive, mais c'est tellement faible que si on laisse la peur, ce doute-là nous envahir, bah, plus personne ne fait rien. Et or, justement, pour que ce soit de plus en plus faible, la possibilité que ça arrive, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Pour que la menace soit beaucoup plus vaste, enfin, beaucoup plus, compliquée à être mise en place, parce qu'il y aura trop de gens, trop de cibles potentielles, trop de gens qui s'offusquent, trop de gens qui prennent la parole et qui montrent leur visage. Donc, au final, les probabilités que ça arrive, ça me nuiseront encore plus, tu vois. Donc, bah, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Donc, non, j'ai pas peur. Ça peut arriver, ça pourrait arriver. Mais j'y pense pas parce que le but, c'est que ça n'arrive plus du tout, justement. Et on commence à devenir commence à devenir de plus en plus nombreux. Alibaba, pareil. C'est ce que j'ai remarqué, ouais. Parce que moi, quand j'ai quitté l'islam, j'aime pas dire le mot quitter parce que ça s'est passé naturellement. En fait, il y avait même pas un jour où j'ai décidé de quitter l'islam. Ça s'est fait sur des années. Mais à mon époque, il y avait personne quasiment qui faisait des vidéos à visage découvert et qui parlait de ça. Il y avait pas. Donc moi, tout ce que mon cheminement, je l'ai fait toute seule en faisant des recherches et tout. Mais il y avait personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance aussi pour les gens qui se posent des questions, d'avoir des lives, d'avoir des personnes qui parlent, etc. Ça aide aussi à de se sentir moins seule. Parce que moi, déjà, je pensais que j'étais la seule quand ça m'arrivait, quand j'avais des doutes et tout, que je voyais que tout le monde était normal dans la pratique de la religion. J'avais l'impression d'être seule au monde. Mais aujourd'hui, on se sent moins seul déjà en regardant des lives et en entendant les témoignages des gens. Ça aide énormément. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Et sur la sécurité, Majid Oukasha, il a donné 10 ans en solo en France. C'est bon. Ça serait bien qu'on fasse diminuer la pression sur son dos, sur ses épaules. Et je lui enverrai ton passage, Majid. Je suis sûre que ça lui fera plaisir, de fou. Vraiment. Ah, ça me ferait trop plaisir aussi parce que c'était le premier que j'ai suivi. Bah, si t'as un message pour Majid Oukasha, c'est comme si tu t'exprimais directement à lui. Merci pour le contenu. C'est vraiment lui qui m'a vraiment permis d'arrêter de me mentir à moi-même parce que je savais que je n'étais pas croyante. Je le savais, je le ressentais. Mais j'étais dans ce cercle vicieux où j'avais peur de l'enfer, où j'avais peur, je me disais, au pire, si ça existe, je serai pas perdante. Et du coup, je me disais, il faut que je reste dedans parce que si jamais je quitte l'islam et que, au final, je me rends compte qu'il y a un lieu, j'ai beaucoup à perdre. Et donc c'est ce qui a fait que j'ai tenu des années sans vraiment avoir la foi. J'ai jamais aimé Dieu. J'ai jamais eu un rapport d'amour avec Dieu. C'était plus de la peur et de la crainte. Et donc c'est grâce à lui, ça m'a permis de prendre du recul, de voir les choses un peu d'une manière plus comique, plus ridicule. Et donc ça a été un gros soutien. Donc je le remercie si jamais il écoute cette vidéo. Il va voir, il va t'écouter. Je peux te le promettre qu'il va t'écouter. On va lui montrer comme ça, on va lui mettre sur... Regarde Majid. Non, t'inquiète, le fruit de ton travail. Vraiment, je te remercie en tout cas d'être monté. Je vous remercie à vous aussi. Bah, si tu peux me faire descendre, parce que je Bien sais sûr. pas comment faire. Avec plaisir. Allez, bonne soirée à vous. Salut, prends soin de toi. Également. Inch'Allah. Bye bye. Salut. Bon bah Majid, voilà, je sais que ça te fera plaisir, donc parce que moi ça me fait très plaisir en tout cas d'entendre des choses comme ça. C'est de voir des gens qui reprennent confiance en fait, qui ont de moins en moins peur, qui craignent de moins en moins en fait cette autorité religieuse et ils se sentent moins isolés. Ouais. Donc, et en plus, c'est des gens qui ont quitté l'autorité, qui ont quitté la religion. Et il y a toujours cette pression, il y a toujours la pression de l'autorité religieuse, en fait. Donc, non, mais ce qu'elle a vécu, c'est juste inacceptable en France, c'est pas possible. C'est comme les histoires quand on a vu l'année dernière de la jeune qui s'est fait tabasser. C'est pas possible. J'ai oublié son nom, mince.
Ouais. Mais l'année dernière, oui, pendant le Ramadan, la jeune fille qui s'est fait tabasser parce que c'était une kouffarde, alors que c'est une kéfira, alors que elle était d'origine algérienne, je crois, et du coup, Samara, merci. Samara, merci. On pensait à toi, Samara. Après, si elle n'est pas, même si elle était musulmane, est-ce que c'est acceptable? Ben non, c'est pas acceptable de mettre la pression jusqu'à frapper les gens et les tabasser. Ben non. De quel droit? De quel droit? Mais justement, elle était même pas musulmane, donc pourquoi lui reprocher de faire le Ramadan, de pas faire le Ramadan, tu vois, et d'être d'être finalement une lambda comme toutes les filles en France, tu vois. Non, mais même, tu vois, il y a même pas on n'est pas sous la charia, quoi. Non, mais bien sûr, on n'est pas sous la charia. Mais ça c'est sûr. Si une musulmane interprète à sa sauce et veut s'habiller comme elle veut, imaginons même elle se dit musulmane et elle veut manger pendant le Ramadan, ça te regarde? Mais non. Je comprends pas. Hein. Les premiers à devoir dénoncer ça, c'est vous, hein, les croyants et les croyantes. Ben non, c'est pas. Bref. Ouais. Après, dans l'islam, il est quand même dit que la Oumma se doit de rappeler à l'ordre les musulmans de la Oumma s'ils ne respectent pas, et ne pas faire le Ramadan, ne pas prier, c'est un signe d'apostasie. Donc, ouais. Là, finalement, elle, ça a été un PC, mais l'islam a dit que ça devait être sa tête à la base, tu vois. Donc. Ouais. C'est ça l'islam sunnite. C'est chaud. Ouais. Bon, si vous êtes musulmane sunnite, parce que aujourd'hui c'est les femmes à l'honneur. Quand je dis le hijab, c'est que c'est les femmes à l'honneur. J'aimerais pouvoir le mettre tous les jours, mais des fois c'est chiant, on va pas se mentir. Donc vous tapez des séries de 1, mesdames, et on vous fait monter. Mesdames musulmanes, parce que vraiment, faut que je vous fasse un petit speech, parce qu'il y a une incompréhension qui me submerge à chaque fois que je pense à l'islam, c'est-à-dire constamment, ou en tout cas chaque fois que je fais des lives, c'est comment les femmes musulmanes arrivent à accepter la place que leur a donnée Allah. Quand je parle de la place, je me réfère bien évidemment à la sourate 4, verset 34, où il est dit que l'homme a autorité sur la femme, et que l'homme, a une prééminence sur la femme, et que la femme, vertueuse, est obéissante à son mari. Comment vous arrivez à accepter que finalement vous soyez aux yeux de Allah que un second rôle, mais que Allah demande tout autant à vous, hein, c'est-à-dire que vous devez autant l'aimer, autant le prier, autant bref, vous lui devez autant qu'un homme lui doit, mais par contre vous êtes clairement un second rôle pour Allah. Clairement, hein, sourate 4, verset 34 montre très bien, et même le fait que Allah ne s'adresse jamais aux femmes, mais réellement qu'aux hommes, ça montre que vous êtes un second rôle. Comment vous faites pour accepter ça? C'est quelque chose, je ne comprends pas. C'est pas un jugement que j'émets, c'est vraiment, j'ai du mal à comprendre. Moi, jamais je pourrais accepter que mon créateur puisse me donner un second rôle. C'est comme si j'avais des frères et sœurs et que mes parents me considéraient comme étant un second rôle par rapport à mes autres frères et sœurs, ou par rapport à mon frère ou ma sœur. Qu'en gros, il y a lui en premier et toi, c'est après. Voilà, toi après. Et tu sais, c'est pire que ça. Hein. Même quand ils ont la chance de pas être dans un second rôle, parce que c'est au Moyen-Orient, en Occident ou quoi, elles voient de leurs propres yeux ce que c'est être un second rôle au Moyen-Orient. On sait tous, tu vois, on sait tout ce qui se passe en Afghanistan, on sait tout ce qui se passe en Irak, en Iran, on sait même tout ce qui se passe au Bled, au Maghreb, en Algérie, dans les montagnes. On le sait, on le voit avec nos yeux, on voit la misère que ça fait, et on ferme les yeux. Dis pas le terme pays. BLED, faut éviter. Je sais pas pourquoi, moi ça passe pas. Chez elle, ça passe pas, chez moi. Ah ça, c'est le racisme anti-blanc. Hein. Enfin bon. Donc du coup, mesdames, vous pouvez taper des séries de 1 et je vous ferai monter. Voilà. Eris Days. Allô. Salut Eris Day, bienvenue. Ah,
Écoute, j'ai l'impression j'ai passé toute l'après-midi à essayer de venir dans ton live. Ah bon? J'ai pas vu ton pseudo une seule fois. Ah, pourtant, je suis en train de me disputer avec tous les pro-islam dans les commentaires. Dis-nous tout, Eris Days. Alors, écoute, premièrement, je suis pas sunnite, je suis chiite. Je suis d'origine iranienne. Donc, est-ce que je suis encore bienvenue? Oui, bien sûr. T'es la bienvenue, ouais. Bien sûr, t'es la bienvenue. Mais t'es vraiment musulmane chiite, où tu étais? Oui. Née en Iran le 16 janvier 1979, la nuit de la prise de contrôle de Rouménie, et que le Shah d'Iran, c'est officiellement, vous pouvez regarder ma date de naissance, ma mère m'a détesté. Et t'es contente de ce qu'il a fait, le Khomeini? Absolument pas. Mes parents, écoute, mon témoignage, pour faire une histoire très longue, parce que j'ai 46 ans maintenant, comme l'État islamique. Alors, je sais pas si ça passe. J-E-I, maintenant. Excusez-moi, désolé. Alors, comme l'État iranien, ça va? Ouais, parfait, l'État iranien. Nickel. Alors, mes parents, mon père était professeur d'université, ma mère était française à l'école française de Téhéran. Ils sont tu me fais penser au film de Kairon ou un truc comme ça. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Non, c'est quoi? Bah, c'est un Iranien qui a à peu près. Ses parents ont la même histoire un peu comme toi, et ils ont fui justement le Khomeini parce que comment 3 ou je sais plus où. Film, je te donne le nom du film. Ah, avec plaisir. Ouais. Alors, le film, c'est Nous trois ou rien. Nous trois, ok, d'accord, je vais aller regarder ça. Il est sorti en 2015. Leila Berti, non? Oui. Ouais, c'est ça. Leila Berti. Qui joue sa mère, en fait. Bekti, pardon. Ouais. Et lui, il joue le rôle de son père. Voilà. Et il raconte l'histoire de ses parents dans ce film. Et il joue le rôle de son père en Iran, et Leila Bekti, elle joue le rôle de la. Voilà, mais c'est Bekti ou c'est Berti? Berti. Merci. Ouais. Ok, je regarde ça. Mais en France, on dit Bekti, hein, ça peut. Voilà. Mais justement, ma question, puisque t'es musulmane, ce qu'a fait le Shah d'Iran, le Khomeini, bah, ça vient d'où? Honnêtement, ça vient de deux choses. Un, ce qui s'est passé en Iran, ça a été causé par la pauvreté, premièrement, parce que l'Iran est extrêmement pauvre. Ça, on est d'accord. L'Iran, à cette époque-là, et tous les pays qui vivent des renversements ou des choses comme ça, c'est des pays qui sont pas souverains, qui n'ont pas les moyens. Ça, on sait. Mais qu'est-ce qui a été utilisé comme outil pour faire ce qu'ils ont fait? La propagande, écoute, mes parents me racontent, à l'époque, comment on appelle déjà, les moudjahidines, ils venaient dans les maisons des gens, ils leur donnaient des barres de hashish. Mais, faire des hashichim et des... En fait, avant le renversement, les femmes étaient libres. Ah, elles étaient complètement libres. Elles avaient le même droit que les hommes, elles avaient l'égalité, elles avaient même le droit à l'avortement. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont appliqué justement en termes de droit? Est-ce qu'ils ont appliqué quelque chose qui sort de leur tête, de leur propagande? Mais non, ils ont appliqué le Coran à la lettre. Ils ont appliqué la charia et le Coran à la lettre. Et exactement. Et t'es d'accord avec ça? Non. Ben non, je suis pas en Iran. Non, comment ça, t'es pas en Iran? Mais on parle de la religion, du dogme. Oui, mais je suis pas d'accord. Ouais, t'es pas en Iran. Tu vis sous la loi française, par exemple, ou européenne. Oui, absolument. Donc, macha à la France ou macha à la Belgique. Mais si tu vivais sous la parole de ton Dieu, sous la parole de ton prophète, bah ça serait quoi comme loi? Bah c'est les lois que les Iraniens et Iraniennes fuient. Exactement. Et c'est pourquoi tu dis encore musulmane chiite, alors je comprends plus. Ah, parce que tu voulais des gens, tu disais dans ton truc, je te dis ex-musulmane. Donc voilà, merci. Bah oui, tu m'as fait plugger. Allez, voilà. Non, j'ai dit on n'a pas compris. Ok, parfait. Bah oui, tu me dis, je dénonce, mais je suis musulmane. Non, j'ai dit ex-musulmane. Non, désolé. Ah, ex-musulmane chiite, ok. T'étais Ja'faria? Je faisais beaucoup de sunnites. Alors, étant donné que je suis chiite, je me demandais si j'avais le droit de venir. Non, mais t'es pas chiite, t'es ex-chiite. T'es ex. Exact, oui. Ça, à force de fumer du shit. C'est juste que, en fait, quand on dit musulman sunnite pour parler de l'islam sunnite, c'est parce qu'on connaît beaucoup mieux l'islam sunnite que l'islam chiite. On n'a pas les sources de l'islam chiite. On connaît certaines choses, mais on pourrait pas argumenter de la même façon. Est-ce que vous savez je serais pas la personne pour être ta source, je connais rien du tout, tu la connais plus que moi. Est-ce que vous saviez qu'en plus d'être le plus grand imam de l'islam sunnite, je suis le plus grand imam de l'islam chiite? Alhamdoulilah. Il est trop fort, Ali Baboul. Et du coup, je vais vous apprendre un truc. Mohammed, dans l'islam sunnite,
quand il est né, sa mère avait pas de lait. Et du coup, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du lait à une autre femme, Halima, pour que Mohammed puisse avoir du lait. Parce qu'il n'aurait pas pu donner du lait directement à sa mère, ça aurait été trop facile. Mais dans l'islam chiite, il y a une période de temps. Il y a une période de temps entre sa naissance et l'arrivée de sa nourrice, Halima. Alors, comment il a bu? Comment il a mangé, Mohammed, vu que sa mère avait pas de lait? Et dans l'islam chiite, Allah a envoyé du lait dans les tétons de son oncle Abu Talib. Écoutez, comme quoi en islam s'autoriser les transsexuels. Il est où le problème? Ah non, là c'est un mec. Ouais, bon. Écoutez les trans qui disent qu'ils sont des femmes biologiques. J'avoue peut-être que l'islam chiite est précurseur dans le transgenrisme. Et ça, ce serait beau. En fait, la complexité dans l'islam chiite, parce que dans l'islam sunnite, il y a 4 écoles. Dans l'islam chiite, ils en ont trop. Ils font que 10% des musulmans sur Terre, mais ils ont trop de factions. C'est juste, voilà. Mais du coup, tu voulais nous dire quoi? En fait, en gros, oui, ce que je veux dire, je veux revenir sur le témoignage de Dark Fantasy. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu me connecter avant, où elle disait qu'elle avait peur et compagnie et tout. Et c'est quelque chose que je comprends exactement sa peur, parce que je suis au Québec, je vis au Québec dans un pays qui est beaucoup moins, on va dire, mélangé que la France. On a beaucoup moins d'immigration, mais on a déjà des problèmes. Comme je disais dans le texte, par exemple, quand elle disait qu'elle était harcelée dans son école, dans l'école où elle travaillait et tout ça, en octobre, on a eu un énorme scandale au Québec où un groupe de professeurs dans une école faisait la mafia. Ils terrorisaient les autres enseignants, ils terrorisaient les autres professeurs, ils forçaient toute l'école à faire le ramadan. Vous pouvez lire, ça s'est passé à l'école Bedford. Et j'ai du mal à comprendre comment une religion puisse avoir le culot de demander autant de respect sans en donner à personne et à aucun. Surtout pas à leurs femmes. Ouais. Ouais, mais vas-y. Je voulais dire, parce qu'en fait, ça avait rien à voir, donc j'attendais que tu finisses et je trouve plus le nom. Amir, comment elle s'appelle déjà? Femme Azadi? Les femmes Azadi, ouais. Ouais. Comment elle s'appelle, la jolie iranienne, là, qui prend souvent la parole? Comment? La communauté, Non, une femme, une représentante, justement, de femmes Azadi, qui prend souvent la parole, sur les vidéos. Non, Mariam Namazi. Ah, la française. Non. Oui, c'est qui parle en français, qui a fait des vidéos en France, qui est iranienne. Eh ben, Mounia Cherkri. Non. Ouais, je sais pas, en fait. Je sais plus son nom. En fait, quand tu parles, tu me fais penser à elle, des fois. Donc, je sais pas si c'est l'accent ou vraiment la voix. Mona Jafarian. Peut-être. Mona Jafarian. Fajarian. Ah oui, c'est Mona Jafarian. C'est ça. Mona Jafarian. Et tu me fais penser à elle quand tu parles. Voilà. Je sais pas si c'est la voix ou l'accent. Je sais pas encore. Est-ce qu'il y a que moi que ça fait ça? C'est moitié français, moitié québécois. C'est 25 ans au Québec, va te faire ça. Non, c'est peut-être la voix. Alors, je sais pas, mais plusieurs fois, j'ai entendu. Non, je pense la voix. Ouais, la voix. Parce que l'accent n'a rien à voir, ouais. Non, ouais. Attendez, mettez-moi 2 semaines en France et il part cet accent. Juste 2 semaines. Non, mais il n'y a pas vraiment d'accent. C'est, je sais pas comment dire. Je n'aurais pas expliqué. C'est pour ça. Mais oui, non, c'est plutôt la voix, du coup. Ça m'a fait penser. Mais en fait, voilà, c'est justement, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable en ce moment, parce que les musulmans, ils ont vu ce que ça a donné en Irak, la charia, ils ont vu ce que ça a donné en Afghanistan, la charia, ils ont vu ce que ça donne en ce moment en Irak, où on vient de baisser l'âge du mariage et du consentement à 9 ans pour les petites filles, et c'est ça qu'ils souhaitent pour leurs filles. Mais quel genre de malade, de taré souhaite ça pour sa fille? Ouais. Ouais, mais eux, ils le feraient pas. Eux, ils le font pas. Eux, ils veulent pas le faire pour leurs enfants. Mais comment tu dis non une fois que c'est la loi? Non, mais eux, ils sont pas obligés de le faire pour leurs enfants. Mais par contre, ils peuvent pas interdire le voisin de le faire. Ils se cachent derrière ça. Ah, mais moi, je le ferai jamais pour mes enfants. Mais je ne peux pas interdire ce qu'elle a autorisé. Mais moi, mes enfants, jamais je leur ferai ça. Le jour où c'est le calife qui débarque. Voilà, ça les dérange pas que leurs voisins puissent avoir ce droit, par contre. T'imagines le calife du pays, il voit ta fille. Et il veut la marier. Elle a 6 ans. Ouais. Tu fermes bien ta gueule.
Ben, le meilleur argument contre l'islam, c'est l'Iran. Oui, ça fait 46 ans qu'on est sous régime. Écoute, il n'y a pas un Iranien qui souhaite de rester en Iran. Tous, s'ils avaient le choix, ils se casseraient d'Iran. Ma famille, on est une énorme famille, 10 enfants, il n'y en a plus un seul qui est en Iran. Est-ce que tu considères que tu as eu de la chance de pouvoir en sortir de l'Iran? Enfin, je veux dire que c'est une chance ou que c'est... Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'en sortir, en fait, finalement. Non. Ceux qui ont réussi à en sortir, c'est des rescapés. On peut vraiment dire ça. Pour sortir d'Iran, il faut que tu aies deux choses. Un, énormément d'argent, et deux, des connexions. Parce que vu que maintenant, c'est une dictature, si tu n'as ni argent ni connexion, tu es bloqué là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est comme... Alors donc, tous les pauvres sont bloqués là, et veulent pas, les pauvres sont encore plus... Ou tu pars illégalement, et c'est très, très compliqué. Mais oui, parce que là, tu dois passer par la Turquie, ensuite de ça, tu dois traverser la Méditerranée, j'ose même pas imaginer le voyage que ça doit être. Mais il y a des réfugiés en France iraniens, ça existe. Mais en tout cas, pour en revenir à mon témoignage, après la révolution iranienne, mon père était professeur à l'université, il était un professeur d'histoire ancienne, histoire iranienne ancienne, ils l'ont envoyé en prison pendant 10 ans. Wow. Car il était un danger pour l'État. Parce que, en fait, toute l'intelligentsia, toute l'éducation, tous les professeurs, tous les enseignants ont été envoyés en prison jusqu'à qu'ils soient convertis. Mais t'as vu Persépolis? Oui, j'ai vu. En fait, j'ai lu la BD. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ils ont enlevé, comme quand ils ont pris le contrôle en Iran, la première chose qu'ils ont enlevé, c'est enlever toute l'intelligentsia. Et c'est comme ça qu'on prend le contrôle. Bah, c'est ça. Tout ce qui donne moyen à la réflexion, et aux gens de la capacité de se faire un avis et de l'esprit critique, effectivement, faut le supprimer. Faut le casser. Mais c'est la meilleure chose à faire. Voilà. On voit Perceval chez toi, Amir. Oui. C'est en fait c'est la vidéo de. La vidéo de Ali Babal. Exact. Je suis sur X. Ouais. Bah écoute, en tout cas, Iris Days, merci d'avoir résisté pour venir jusqu'ici, parce que ça fait toute la soirée apparemment que tu essayes de monter. En fait, pour moi, c'est l'après-midi, mais c'est correct, j'ai plié mon linge pendant ce temps-là. Ça va, en fait, t'es ludique, du coup. J'espère que c'était pas équerre, hein. Et hésite pas si à l'occasion tu veux repasser sur un No Live YouTube pour témoigner sur l'Iran, ce sera avec plaisir. Sur YouTube. Mais attends, il y a une dernière question, une dernière part que je voudrais juste dire avant. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi les femmes continuent à porter le voile et continuent à propager ces idées, parce que moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu énormément de femmes qui m'ont poussé pour me convertir, pour remettre le voile et des trucs comme. En fait, j'en ai jamais mis, mais pour mettre le voile et des comme. Et tu sais quoi, je pense qu'en fin de compte, le truc qui motive les femmes, c'est la peur. Je crois qu'elles pensent que si leurs filles respectent toutes les règles qui sont impossibles dans l'islam, et si elles font pas de vagues, et si elles sont bonnes et pieuses, elles vont être protégées de la violence des hommes. Sans comprendre que leur livre donne trop de pouvoir à leurs hommes. Et que même si elles sont parfaites, elles seront jamais assez parfaites pour être protégées. Oui. Vu qu'elles ont aucune protection dans le livre. Ça, c'est vrai. C'est une bonne réflexion, ça. Ça, c'est vrai. Et tu le vois dans les pays, justement, qui appliquent même la charia. C'est jamais parfait. C'est jamais suffisant. Ah, tu mets le voile, tu le mets mal. Ah, on voit un tout petit peu trop ton front. Ah, on voit trop ta gueule. Et voilà, c'est... Tu parles... Attends, et j'ai juste dernier quelque chose, et je reproche, Kalina Po, oui, je suis tout à fait une S. D'accord, j'ai 3 hommes dans mon lit tous les jours et j'adore. Et Amir, j'ai pas dit toi, tu parles trop, Amir. Je disais, c'est une réflexion qu'on aurait pu faire à une femme. Oui. Genre, donc, sur ce, je vous laisse. C'est pas mal, en tout cas. Bye, Kalina Po. Profite bien. Oh, bisous. Il arrive là. Allez, bye. Profite bien. Salut, et prends soin de toi. Bye. Salut. Ouais. Bah, allons-y. Oui. Tapez 1 si vous êtes musulman. Tapez 2. Sunnite. Majeur. Sunnite. Majeur. De suite. C'est bon, j'enlève l'instrument à cordes.